Commerce et de l'industrie des Pays de la Loire. Je suis chargé de projet en économie circulaire et plus particulièrement sur l'axe de gestion des déchets et des filières de recyclage. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Monsieur Philippe Bollot, député du Maine-et-Loire et co-rapporteur de la mission sur la pollution plastique, et dont le rapport s'intitule Pollution plastique, une bombe à retardement. Bienvenue Monsieur le député, je vous remercie par avance de votre participation. Merci beaucoup. Ce webinaire va être découpé en deux parties. Donc, une première présentation de la part de Philippe Bollot sur les sources de pollution, les impacts sur l'environnement. Vous pourrez interagir à l'issue de cette première séquence. Je sais que M. Bollot a un autre rendez-vous à l'issue de son intervention, donc vous nous quitterez certainement rapidement après celle-ci. Excusez-moi, Oui, j'ai réussi à m'organiser, donc on a un peu plus de temps jusqu'à la fin d'accord. de la séquence. Merci beaucoup. Voilà, à l'issue de cette présentation de Monsieur Bollot, je prendrai la main sur une seconde partie qui est consacrée à la lutte contre la pollution plastique. Donc on évoquera les réponses réglementaires en vigueur et à venir sur donc tout ce qui est lié au plastique. Je partagerai avec vous quelques actions qui peuvent être mises en place dans l'entreprise en lien avec votre domaine d'activité par exemple. Et on fera un tour d'horizon sur les aides financières disponibles en 2022 qui sont relativement nombreuses et qui peuvent vous intéresser afin de réduire ou recycler le plastique de vos structures. Monsieur le député, je vous laisse la main. Je vais essayer de mettre votre vidéo en avant pour tout le monde. J'invite l'ensemble des participants à éteindre micro et caméra, surtout que nous avons des difficultés réseau aujourd'hui à la CCI. Voilà, merci beaucoup. Et je reprends là donc la parole après l'intervention de Monsieur Bollot. Merci, Monsieur Soubigou, merci pour votre invitation et pour cette possibilité qui m'est offerte de dialoguer sur ce sujet avec des industriels, des chefs d'entreprise, sur ce sujet de la pollution plastique, qui, de mon point de vue, est important à considérer. On le voit d'ailleurs, c'est un enjeu fort pour beaucoup de concitoyens. Personnellement, c'est une des missions réalisées depuis 2017 sur laquelle je suis le plus sollicité. Et donc, je sens bien quelle est l'importance que revêt ce sujet de la pollution plastique pour beaucoup de personnes. Donc, c'est bien qu'on puisse en parler et c'est très bien qu'on puisse en parler de manière rationnelle parce que ce qui se passe face à l'appétence que je viens de vous décrire, eh bien, c'est que beaucoup s'en emparent et parfois de mauvaise manière et avec la possibilité que ça devienne contre-productif plutôt qu'on trouve les bonnes solutions. Ceci étant dit, donc, j'interviendrai dans le cadre de la mission que j'ai réalisée avec la sénatrice Angèle Préville en 2020-2021 pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont le titre était, vous l'avez rappelé, Pollution plastique, une bombe à retardement, point d'interrogation. Voilà. Donc, nous avons remis ce rapport-là en décembre 2020. Le temps passe très vite. Le rapport avait été commencé en septembre 2019. Donc, vous voyez, on a travaillé de longs mois sur ce sujet-là. Cette mission nous a amené à rencontrer 450 personnes, 240 heures d'audition. Donc, on avait essayé de rentrer vraiment au cœur du sujet. Ce que j'aimerais vous dire, pour commencer, c'est que pour moi, il faut bien distinguer les différents types de plastique avant de parler de pollution plastique. Parce que, je le dirai un peu plus tard, la pollution plastique, c'est un certain phénomène, mais ce n'est pas tous les plastiques. Et notamment, il y a des plastiques qui sont produits pour répondre à des exigences et à des défis et des enjeux environnementaux qui, par ailleurs, ne posent pas véritablement de problème vis-à-vis de la pollution. Donc, le premier sujet, pour moi, avant même de commencer à dire pollution plastique et solution, c'est de bien faire la part des choses et d'identifier ce qui est de nature à poser problème, de ce qui est vraiment qui doit être évacué du sujet parce que le problème de la pollution plastique n'est pas relié à ces polymères, à ces usages, à ces objets qui sont fabriqués. Et en définitive, tout ça permet de dire qu'il faudrait commencer par avoir une cartographie précise des sujets à problème et d'identifier les polymères et les utilisations qui posent les questions et ce qui permettrait d'évacuer le reste. Et là, ça serait déjà bien mieux pour tout le monde, parce que lorsqu'on est une entreprise dans le domaine du plastique et qu'on entend stop au plastique, tout de suite on peut, et je le comprends,
se dire, mais non, pourquoi moi, dans quelle situation je suis, ce qui permettrait vraiment en plus de cibler les sujets à problème et d'éviter de faire fausse route. Voilà, donc vous le savez, j'espère que dans mon propos, je ne vais pas faire trop de redites par rapport à des éléments que vous connaîtriez déjà. Donc, je vais essayer de balayer un peu le sujet rapidement tout en tenant encore un peu moins de 10 minutes. Il y a différents types de pollution, ça vous le savez. C'est le premier point déjà. Déjà, quand on a évacué le fait que ce n'est pas tous les plastiques qui sont concernés. Le premier sujet, c'est de se dire, il y a le deuxième sujet, pardon, excusez-moi, c'est de se dire, il y a différents types de pollution. Il y a les macroplastiques, les macrodéchets, les microplastiques et les nanoplastiques. Les trois pollutions étant totalement différentes avec des origines qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, une pollution visible, vous l'avez compris, il y a une pollution insidieuse et une autre qui est plus problématique et qui pose beaucoup plus de questions. Donc, après, ce qu'il est important de dire, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces différentes formes de pollution, c'est que le sujet est mondial et planétaire, à l'image de notre sujet qui nous mobilise tous, qui est la dérive climatique. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un pays va agir tout seul qu'il va résoudre le problème au niveau planétaire. Donc ça, c'est un autre élément qui est important à indiquer. Et quand je dis que le phénomène est planétaire, on voit fleurir aujourd'hui régulièrement des articles qui nous disent que ce sujet de la pollution plastique, eh ben, il concerne les fosses océaniques, qui va concerner les pôles, qui va concerner les sommets les plus hauts, et qu'en définitive, même dans des endroits éloignés de la présence humaine, même dans des endroits où finalement on ne va pas aller déverser des déchets, ben, le sujet existe. Donc on sent bien qu'il y a une sorte de continuité entre les activités humaines et puis tout le reste de la planète, et qui va s'opérer par différentes voies de transfert de nos déchets plastiques, parce que quand même, à un moment donné, tout part de là, mais pas que, vous le verrez après. Et donc ça va être bien tout ce qu'on a déjà abandonné dans la nature, qui après va pouvoir être mobilisé à la faveur du vent pour rejoindre par exemple Paul, il n'était pas là. Non, il va là cette semaine, Paul. Je crois que nous avons des nouveaux arrivants dans la salle. C'est bienvenue à vous en tout cas. Donc, par ces voies de transfert, on peut passer d'une parcelle qui est éloignée de tout et sur lequel on a oublié un objet plastique et qui peut se retrouver dans l'océan. Et alors, chose supplémentaire qui vient se greffer là-dessus, c'est qu'en plus, eh bien, ces déchets-là, par l'effet des ultraviolets, par l'effet de l'oxygène, par l'effet de l'eau, par l'effet des forces du vent, du frottement, etc., mais ces objets qui au départ sont des macrodéchets vont venir se fragmenter et puis s'éroder en surface. C'est le phénomène du vieillissement du polymère pour donner des particules qui vont être de plus en plus petites. Et donc, on va passer du macro au micro et au nano, mais on verra qu'on peut aussi injecter directement des micros juste après. Donc, en fait, en vous disant ça, je vous ai déjà un peu éclairé sur une idée qui est fondamentale pour moi, qui est de dire qu'en définitive, quand on dit pollution plastique, on se réfère à des fuites dans l'environnement. Et le premier propos que je tenais, c'est de vous dire que tous les plastiques n'étaient pas concernés. Il y a les plastiques pour lesquels il n'y a pas de fuite dans l'environnement sont, selon moi, à évacuer du débat. Donc on est bien dans ce sujet des fuites. Alors les fuites, de quelle nature sont-elles et où se produisent-elles? Eh bien, elles sont sur tout le cycle de vie de nos objets plastiques, de l'amont jusqu'à l'aval. L'amont étant la production du polymère sous la forme de granulés, l'aval étant la gestion des déchets en plastique. Alors, quelles vont être les fuites? En amont, on va avoir, et on a tous vu à chaque fois ce que je vous dis là, on a tous en tête des images qui ont été médiatisées, mais c'est les pertes de conteneurs avec des granulés, c'est des camions qui peuvent perdre une partie de leurs granulés, c'est des sacs qui se déchirent et qui laissent échapper leur contenu. Donc, c'est toute cette fuite dans l'environnement de ces granulés qui est la première cause de fuite. Ensuite, ces granulés vont être transformés en différentes utilisations pour du plastique. Et là, on peut avoir des fuites, avant même des macrodéchets, des fuites de microplastiques. Et je pense notamment aux microplastiques ajoutés intentionnellement dans certains produits de consommation courante, qui sont les cosmétiques, et puis les produits ménagers, pour leur rôle abrasif. Donc là, évidemment, dès qu'on utilise le produit et qu'on va le rincer, souvent des produits rincés, eh bien, les microparticules vont partir dans l'eau, dans le réseau d'eau usée, ils vont se retrouver dans la station d'épuration qui ne les traite pas, ils vont être dans les boues d'épandage, ils vont se retrouver sur les sols, puis dans les rivières. Vous avez compris la logique.
Donc là, il y a un sujet. Puis vous avez aussi des microplastiques d'usure, c'est nos vêtements dans les lave-linges. À chaque cycle de lavage, des particules qui partent avec le même schéma que les microplastiques ajoutés intentionnellement. Et puis vous avez aussi après tous les objets qu'on va perdre dans la nature, et notamment tout ce qui va être l'objet de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de vie, avec souvent, c'est le cas, hein, des emballages. Et on va retrouver ça. Alors moi, je trouve que ça déplorable parce que finalement, par des mauvais usages, par parfois des exagérations en matière d'utilisation de suremballage, et finalement, on remet en cause toute une filière qui apporte des bénéfices au travers de la sécurité sanitaire des aliments, au travers de la lutte contre le gaspillage, etc. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut s'en emparer, et ne pas avoir peur de ce sujet des fuites et de se dire que fait-on sur ces plastiques à problème pour avancer. Sachant qu'en plus, ces fuites, il y a deux choses à distinguer, c'est le stock et le flux. Le stock, c'est tout ce qu'on a déjà aujourd'hui perdu dans la nature et qui va se transformer, se diffuser, se propager. Ça, on n'y peut rien, c'est là. Et le flux, là, par contre, on peut agir parce que c'est ce qui arrivera aujourd'hui et dans les années à venir. Donc, il faut des solutions. Les solutions, elles existent. Nous allons en parler au cours de notre webinaire, c'est les principes de l'économie circulaire. Mais je crois que ce qui est aussi fondamental, c'est que dès qu'on met en place des actions, notamment réglementaires et législatives, il faut donner de la visibilité. Je suis anciennement du monde économique, donc pour pouvoir agir, il faut souvent des investissements. Ces investissements, pour qu'ils fonctionnent, eh bien, il faut qu'ils aient un temps suffisant pour pouvoir produire leurs effets et surtout qu'il y ait un retour sur investissement, parce que sinon, il y a une lassitude qui s'opère et au bout d'un moment, on n'entraîne plus les acteurs économiques. C'est dans cet esprit-là que j'ai déposé la résolution qui fait suite au rapport sur la pollution plastique en novembre 2021, qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à l'unanimité des 9 groupes le 29 novembre, en disant la France, elle est dotée déjà d'un arsenal assez étoffé, mais pour pas qu'il y ait distorsion de concurrence, il faut que cette France-là, aujourd'hui, soit capable d'entraîner ses partenaires, les autres pays, pour avoir le même niveau d'exigence, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Donc, il y a la réduction, le réemploi, la réutilisation. Sans doute allons-nous parler de tout ça parce que je vois que le temps avance et je ne veux pas non plus être trop long. Et puis, il y a aussi le sujet du recyclage. Je suis à peu près persuadé qu'on va être amené à en parler, mais là aussi, il y a une vision très précise à avoir du recyclage. Quand je dis recyclage, c'est le recyclage mécanique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en définitive, pour moi, c'est un amortisseur temporel de la production de déchets. C'est-à-dire que vous avez une courbe où vous pouvez avoir, en fonction du temps, les quantités de déchets qui sont produites. Donc, plus vous êtes sur un emballage à durée de vie courte et à usage unique, plus cette quantité va monter très rapidement. Et quand vous mettez en place le recyclage, vous allez permettre au produit d'avoir 1, 2, 3, 4 utilisations. Donc, vous voyez, le temps pour avoir la même quantité de déchets va se déplacer. Et d'une courbe où on monte très vite, eh bien, on va atténuer cette courbe-là. Mais malgré tout, s'il n'y a pas de révolution technologique, à un moment donné, on va quand même être confronté à une quantité de gestion de déchets à gérer. Au lieu de l'avoir à 1 an, on l'aura peut-être en 5 ans sur un objet qui serait utilisable, qui durerait 1 an et qui serait recyclable 5 fois. Donc, on a gagné un peu. Puis, on a aussi épargné de la ressource, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le principe de l'économie circulaire. C'est-à-dire que pour avoir l'utilisation de l'objet plastique, on ne va pas utiliser 5 fois la même ressource. On va utiliser 1 fois parce qu'on va pouvoir recycler. Donc, on a un vrai sujet avec le recyclage. Il ne faut pas perdre de vue que c'est aujourd'hui qu'un amortisseur temporel, avec toutes les limites qu'on connaît, sur des résines qui ne peuvent pas être recyclées, etc., sur des gisements qui sont insuffisants. Et donc, il y a aussi une vraie question, à un moment donné, de limiter tout ce foisonnement des formulations de polymères qui complexifie la gestion des déchets. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire pour respecter le cahier des charges qui était le mien, c'est-à-dire de tenir en 10 à 15 minutes. Donc là, ça fait 12 minutes. Merci Voilà. beaucoup. On est là aussi pour discuter entre nous, donc c'est très bien de Exactement. s'arrêter là. Je vous ai dit l'essentiel. Exactement, merci beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, poser des questions. On a un petit moment d'échange avant de continuer. Normalement, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez ou directement, vous êtes invité à parler, n'hésitez pas. Donc, comme l'a dit Monsieur Bolo, on va effectivement revenir sur les différentes solutions qui sont à notre disposition et qui sont en lien avec l'économie circulaire pour limiter la pollution plastique. S'il n'y a pas d'interaction, alors. Oui, bonjour, c'est Mickaël Rayet à l'appareil. Bonjour. Actuellement, pour les matières biosourcées fibrées,
il n'y a pas de cycle de, il n'y a pas de filière de recyclage. Pourquoi? Alors, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Effectivement, dans les matériaux biosourcés, il y a beaucoup de choses. On va revenir justement sur ces définitions après coup. Très souvent, quand on a un matériau qui a les trois caractéristiques, c'est-à-dire biosourcé, biodégradable, compostable, on va pouvoir le diriger vers une filière. Mais s'il ne répond pas à ces trois critères, ça reste un plastique qui est compliqué effectivement à recycler techniquement. Est-ce que je peux compléter Allez-y. Oui, alors c'est un vrai sujet, ça, cette histoire de, on va dire, de bioplastique. Bioplastique étant, on a bien, vous le savez tous, à la fois biodégradable et biosourcé. C'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de développement technologique qui apportent des avancées loin d'être négligeables dans le secteur de l'emballage. Il y a aussi des questionnements, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout pouvoir emballer, en agroalimentaire notamment, dans du plastique, du bioplastique, parce que sur les aliments humides avec de la matière organique, on voit tout de suite que ça va poser problème, mais sur d'autres choses, des produits d'épicerie sèche, c'est totalement différent. En tout cas, donc il y a un vrai challenge, un vrai questionnement, mais il y a aussi encore un certain nombre d'incertitudes sur les bons choix opérés, d'incertitudes scientifiques. Et c'est pour cette raison-là que dans le cadre de la loi AGEC, il avait été demandé la réalisation d'une étude d'impact des plastiques biodégradables et biosourcés, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est de l'esprit. Il y a une étude d'impact de leurs conséquences qui devait être réalisée. Malheureusement, et je le dénonce, parce que j'avais cherché, ça devait être fait avant le 1er janvier 2022, j'ai cherché à obtenir l'étude en question mi-décembre, sans réponse. Je me suis douté que ça n'allait pas être une réponse positive et que visiblement il y avait du retard qui a été pris. Oui, il y a du retard qui a été pris, mais on a pu apprendre, peut-être que certains d'entre vous ont suivi la chose. Là, il y avait une proposition de loi récemment sur la pollution plastique de M. Lambert, qui, on ne va pas entrer dans le détail, mais qui n'a pas été retenue, qui n'a pas été votée, mais qui a au moins été l'occasion de reparler de ce sujet de la pollution plastique, de remettre à plat un certain nombre de grands principes, et qui a surtout permis de relancer le ministère sur cette nécessité d'avancer sur les impacts des plastiques biosourcés biodégradables. Et donc, l'étude va être confiée à l'ANSES, qui devrait la remettre dans les prochains mois. Donc, il y a cette étape-là qui sera aussi un élément essentiel pour pouvoir répondre à votre question, pour savoir est-ce que finalement, il y a un feu vert qui est donné. Si le feu vert est donné, vous imaginez que ça veut dire que ce ne seraient pas les mêmes volumes. Et à partir du moment où ce n'est pas les mêmes volumes, en termes de recyclage, ça ne fait pas les mêmes gisements et ça fait des possibilités différentes, toujours pareil, dans l'esprit de retour sur investissement. Tout à fait. Alors, je crois que M. Desclous avait levé la main tout à l'heure. Oui, bonjour. J'avais une petite question où j'aurais voulu avoir des renseignements concernant les filières de nettoyage des déchets plastiques et notamment thermoplastiques. Parce qu'en tant qu'ancien plasturgiste, je sais qu'un des problèmes qu'on avait, c'était le nettoyage des déchets. Bon nombre de déchets sont enterrés ou autres. Et j'aurais voulu un peu savoir les solutions qu'on avait actuellement ou qu'est-ce qu'il y avait comme axe de travail par rapport au nettoyage de ces déchets. Alors aujourd'hui, moi j'ai connaissance de filières de nettoyage d'emballage avant qu'ils deviennent des déchets. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Est-ce que c'est vraiment c'est Alors, du en fait, c'est nettoyage en vue? j'ai revu des articles dernièrement, comme quoi il y avait apparemment Michelin et certains, je ne sais plus quel pays, qui avaient un nouveau procédé de recyclage par un peu micro-ondes et qui éliminait un peu cette phase de nettoyage du déchet qui est souvent contraignante. D'accord. Parce que Je pense qu'on est plus. pour passer un objet dans un broyeur ou pour le recycler, il faut qu'il soit propre. Et la majorité des déchets qui sont éparpillés dans la nature ou qui sont comme ça, ils ne sont pas propres, justement. C'est vrai que les impuretés dans le plastique, tout ce qui est recyclage chimique, en fait, ça va être une des solutions qui peut résoudre ce problème. On va revenir au niveau moléculaire du plastique par le recyclage chimique, et du coup, ça tolère un petit peu plus d'impuretés que passer par du recyclage mécanique. D'accord. Donc, je n'ai pas d'informations. J'ai vu un article effectivement sur Michelin et son micro-ondes, mais j'ai pas lu la méthodo en fait. D'accord.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, vous n'hésitez pas, vous avez le question-réponse qui est disponible. Et puis, on va du coup poursuivre. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que vous voyez correctement la présentation? Oui. Oui, c'est bon, parce que moi, de mon côté, j'ai perdu mon écran Teams. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est bon, je pense qu'il y a un temps de latence de mon côté. Comme je vous l'ai dit, on a des soucis depuis ce matin. Est-ce que vous êtes bien sur le sommaire? Oui, j'ai l'impression que c'est passé. Alors, on a 5 parties dans cette présentation. On va parler de la production, usage, élimination du plastique. On va faire un petit état des lieux. On parlera de l'industrie de la plasturgie en Pays de la Loire. On verra donc les moyens de lutte contre la pollution plastique et notamment les réponses réglementaires. On verra ensuite les différentes solutions de lutte contre les pollutions plastiques et on terminera par les aides financières 2022. Alors, ici, vous voyez en fait une synthèse d'une étude qui a été réalisée en 2017 sur des chiffres compilés depuis 1950 jusqu'à 2015. Et donc, sur cette étude de 2017, on annonçait 8,3 milliards de tonnes de plastique produits donc en 2015. Et aujourd'hui, en 2020, on estime qu'on est déjà à 9,4 milliards de tonnes de plastique. Ce qui est plus d'1 milliard en 5 ans. Alors, plus de la moitié ont été jetés en décharge ou dans la nature. 30% étaient encore utilisés, donc des matériaux plastiques type mobilier ou certainement dans le BTP. 8% seulement ont été incinérés et 6% ont eu une seconde vie. Alors, ils ont eu une seconde vie, mais ils n'en ont pas forcément eu une troisième, puisque en fait, on voit que plus de la moitié de ces 6% ont déjà été jetés après recyclage. Alors, dans cette même étude, on voit que les données sur la production de matières plastiques primaires, elles décrivent une tendance qui est plutôt bien définie, qui est plutôt fiable, qui est une vraie tendance à l'augmentation. Et si la production devait continuer sur cette courbe, en fait, l'humanité aura produit 26 milliards de tonnes de résine en 2050. À ces 26 milliards, il va falloir 6 milliards de tonnes de fibres type polyester, polyamide, acrylique et 2 milliards de tonnes d'additifs, donc d'ici la fin 2050. Alors, en supposant que le modèle d'utilisation soit cohérent avec ce qu'on a aujourd'hui, et avec une projection donc, de ces tendances mondiales, on voit qu'on a quand même 12 milliards de déchets plastiques qui vont être incinérés, 12 milliards qui seront jetés dans la nature et 9 milliards de déchets qui seront recyclés. Alors, le petit trait bleu qui est bien vertical, c'était les données au moment de la rédaction de l'article. Et on voit qu'on avait une projection en 2020 qui était aux alentours de 8-9 milliards. En fait, on voit que les estimations pour 2020, elles ont été très vite rattrapées. La réalité est qu'on produit beaucoup plus de plastique ces derniers temps que ce qu'on avait imaginé. En ce qui concerne l'usage que l'on fait du plastique aujourd'hui, ici on est sur des données qui sont extraites de l'Atlas du plastique. On voit qu'au niveau mondial, donc 16% de la production, c'est à destination du BTP. La plus grande part, 37%, c'est l'emballage.
en plus faible proportion, on a tout ce qui est équipement industriel, appareils électriques, électroniques et un petit peu de transport. Alors, en face de ces données de production, on a le temps d'usage que l'on fait de cette matière plastique. Alors, on se rend compte que 0,5 années, donc à peu près 6 mois, c'est la durée de vie d'un emballage en plastique, ce qui est quand même relativement faible. Et par contre, à l'autre bout de cette échelle de temps, on a tout ce qui est matériaux issus du bâtiment. Si on met les deux graphiques en parallèle, donc si on s'intéresse au nombre d'emballages, donc la matière plastique la plus représentée, on voit que c'est celle qui a la durée d'usage la plus courte finalement. Donc on a complètement une inversion entre ce qui est produit et son temps d'usage. Au niveau des résines qui sont utilisées, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas vraiment de répartition, je dirais, logique entre la résine et une activité industrielle. Toutes les résines sont globalement utilisées dans tout type d'industrie. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure monsieur Philippe Bollot, il y a peut-être une réflexion à avoir et se dire, est-ce qu'on a besoin d'autant de résine pour tous ces usages? Alors, l'industrie en Pays de la Loire, un bref résumé, ce sont des données qui sont issues du site de Polivia. On estime aujourd'hui qu'en Pays de la Loire, il y a 293 entreprises qui travaillent dans cette filière, qui sont recensées dans la région. Elles emploient 14 000 salariés, c'est à peu près 12% du nombre de salariés au niveau national. Et ça génère un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Alors, par conséquent, les évolutions réglementaires en cours et à venir risquent d'avoir un petit impact, en tout cas sur les entreprises du territoire. Et on a 3 grands domaines d'activité, dont une qui est un petit peu spécifique au Pays de la Loire, c'est le domaine de la menuiserie industrielle, parce qu'on a quand même des gros acteurs sur le territoire, et puis les entreprises des composites, avec le marché du nautisme notamment. Alors, on a du mal à se rendre compte, mais voilà, c'est quand même la deuxième région en France dans le domaine de la plasturgie. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre la pollution plastique? Eh ben, on a tout un arsenal législatif, je dirais, qui est là pour nous aider. Donc, les actions actuelles, elles se concentrent sur le plastique dans l'emballage. Donc, effectivement, du fait que ça représente un secteur qui est conséquent et que ça a une durée de vie relativement courte d'utilisation. L'objectif, c'est atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique d'ici 2040. Alors, on les connaît à peu près toutes, les actions qui ont déjà eu lieu sur la suppression de certains matériaux plastiques. Cette suppression de produits que sont les cotons-tiges, les assiettes, les gobelets, etc., elles ont été visées par la directive SUP, puisque ce sont les matières qu'on retrouve le plus en fait, sur les plages et dans l'océan. C'est celles qui étaient les 10 produits les plus retrouvés, en tout cas en termes de polluants, par l'association Softrider. En ce qui concerne donc les réponses réglementaires depuis 2015, alors je ne vais pas remonter à plus tard que ça, mais voilà, je dirais que la plus grande action, ça a été à partir de 2015 avec la suppression des sacs plastiques et également l'extension des consignes de tri qui permet à l'ensemble des ménages de mettre tous les emballages en plastique dans le fameux bac jaune. Ensuite, en 2018, il y a la loi Egalim qui a acté la fin de la mise à disposition des emballages plastiques à usage unique, donc les EPUU, dans les lieux de restauration collective et dans tout ce qui est contenant. Tout ça, ça a été accompagné par la directive SUP du 5 juin 2019, donc relative à la réduction de l'incidence de certains emballages en plastique sur l'environnement. Cette directive, elle donne 3 axes principaux, la priorité au réemploi, l'obligation d'ici 2025 de 25% et en 2030 de 30% d'incorporation de matières plastiques recyclées dans les bouteilles, et un objectif de recyclage qui est de 77% de recyclage de ces bouteilles en 2025 et 90% en 2029.
La France a été même plus ambitieuse puisqu'elle elle souhaite que 100% des plastiques soient recyclés d'ici 2040. Ensuite, nous avons donc la loi AGEC qui a été évoquée tout à l'heure, donc la loi du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc cette fois-ci, il y a des entrées en vigueur qui ont eu lieu au 1er janvier 2022, telles que la suppression des emballages plastiques sur les fruits et légumes, et puis des objectifs de réduction des bouteilles en plastique à usage unique, donc réduction de 50% du nombre de bouteilles à l'horizon 2030. On a aussi des objectifs de réemploi avec 5% d'emballages réemployés sur le marché d'ici 2023, 10% en 2027. Tous ces chiffres de réduction, tous ces objectifs, ils sont liés à l'année de référence qui est l'année 2018. Donc ici, on voit qu'on est beaucoup sur un impact au niveau des ménages, mais on a quand même quelques décrets liés à la loi AGEC qui sont relatifs à la prévention des pertes de granulés, donc ce qu'a évoqué tout à l'heure M. Philippe Bolo, et qui, cette fois-ci, sont à destination des industriels. Alors en général, les transformateurs plastiques, ils sont plutôt bien alertes sur ce sujet réglementaire. Ça l'est un petit peu moins sur tous ceux qui sont liés au transport. Donc voilà, ici, on a quand même une loi qui implique le transformateur de matière et qui lui demande de mettre en place des normes, des procédures et des contrôles aussi par des organismes extérieurs. Donc des contrôles sur les procédures adoptées qui visent à limiter la dispersion des granulés. On a également le décret 3R 2021-2025, un décret qui va être revu à fréquence régulière, qui cette fois-ci fixe des objectifs de réduction d'emballage, vise des objectifs de réemploi et d'utilisation de matières premières recyclées, mais qui ne sont pas forcément des objectifs contraignants. L'idée, c'est de tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique, avec un terme qui a fait son apparition, qui est le terme d'emballage inutile d'ici fin 2025. Autre objectif, c'est de se dire que tous les emballages en plastique à usage unique qui vont être mis sur le marché disposeront d'une filière de recyclage opérationnelle. Donc, on continue à évoquer le fait qu'il y ait des emballages en plastique à usage unique, mais on garde comme objectif d'ici 2040 qu'il n'y en ait plus. Autre moyen réglementaire, c'est la modification du cahier des charges des filières REP. Les filières REP, c'est tout ce qui est responsabilité élargie du producteur. Donc, à partir du moment où vous mettez sur le marché un emballage en plastique, vous avez une éco-contribution versée à un éco-organisme. Aujourd'hui, la loi AGEC et la loi Climat Résilience, elles ont renforcé ce qu'on appelle l'éco-modulation, on va dire en quelque sorte des pénalités si vos emballages ne respectent pas certains critères, si vous n'incorporez pas des matières premières recyclées, si votre produit n'est pas durable, s'il n'est pas facilement réparable, etc. Alors, il y a plein d'autres mesures hein, qui ont été actées pour lutter contre la pollution plastique. On ne va pas tous les évoquer. On a parlé tout à l'heure de l'obligation de mettre dans les machines à laver des filtres pour récupérer les fibres textiles. Ça va apparaître dans les années à venir. Mais il y a aussi des engagements volontaires. Au-delà du réglementaire, il y a quand même de nombreux groupes qui se sont rassemblés et qui se sont engagés à respecter le décret 3R. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le décret 3R n'est pas forcément contraignant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénalité si on n'atteint pas encore les objectifs fixés d'ici 2025 ou 2030, mais on a des consortiums de marques et de distributeurs qui se sont rassemblés et qui ont signé une charte d'engagement en vue de tenir ces ambitions. Alors, on va parler maintenant des solutions. On va voir s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs, justement, des solutions pour lutter contre la pollution plastique. Donc, on en a évoqué rapidement le sujet tout à l'heure. C'est une des solutions. Est-ce que remplacer le plastique par une matière biosourcée, compostable et biodégradable? Pas une.
Alors, il est nécessaire de commencer par quelques définitions pour qu'on soit sûr des termes employés. On a d'une part le plastique conventionnel, donc qui est d'origine fossile et qui est issu des hydrocarbures. Et puis aujourd'hui, on entend beaucoup parler de plastique biosourcé. Donc un plastique biosourcé, il est d'origine végétale ou il est partiellement d'origine végétale. En fait, il n'y a pas vraiment de règles précises quand on dit qu'un plastique est biosourcé. À partir du moment où une part de la composition du matériau, elle est d'origine végétale, on peut dire que c'est du plastique biosourcé. On retrouve aujourd'hui des matériaux tels que, qui sont issus de maïs, d'algues, de canne à sucre, du blé, de la betterave, etc. On a ensuite des plastiques qui sont biodégradables. Le plastique biodégradable, donc cette fois-ci, c'est vraiment une spécificité qui est liée à sa structure, qui n'a pas forcément été modifiée une fois polymérisée. Et donc, ce plastique biodégradable, il peut être d'origine conventionnelle, donc d'origine fossile, ou biosourcée. Le terme de bioplastique fait aussi son apparition, notamment plutôt du côté marketing. Et il est utilisé pour évoquer des plastiques qui sont biosourcés ou biodégradables, ou les deux à la fois. Alors, je vois qu'il y a du monde qui attend en salle d'attente et j'ai perdu la main sur ma fenêtre. Alors, hop. Voilà. Donc ensuite, on a le plastique biosourcé. Donc on a vu la définition du biosourcé. Le seul souci, c'est qu'un plastique biosourcé, ce n'est pas forcément un plastique biodégradable. Et un plastique biodégradable n'est pas obligatoirement un plastique compostable. Donc pour se biodégrader, le terme, je dirais, de plastique biodégradable, il est forcément lié à des conditions, à un milieu spécifique. Soit des conditions d'eau, soit des compositions de sol, soit des conditions liées au compost. Et donc tout ça, c'est à déterminer. Quand vous avez un argument marketing qui vous dit plastique biodégradable, l'idée c'est de se dire, OK, c'est biodégradable dans quelles conditions et en combien de temps? Pareil, tout ce qui est plastique compostable, ça nécessite d'être précisé puisqu'il y a des plastiques qui sont conçus pour se biodégrader dans une usine de compostage industriel. Et puis, il y a des plastiques qui sont conçus pour être compostables dans des des composteurs domestiques. Là encore, quand on respecte des conditions d'utilisation qui sont relativement strictes. Donc aujourd'hui, tout ce qui est matière biosourcée, compostable, biodégradable, ce sont des résines qui sont techniquement recyclables, effectivement. Maintenant, quand c'est utilisé chez les ménages, ce sont des emballages qui vont se retrouver dans le bac jaune et qui finalement vont être considérés comme des polluants dans le centre de tri. Ils ne vont pas être dirigés vers la bonne filière. Donc, première question à se poser, c'est est-ce que nos centres de tri aujourd'hui doivent modifier leur technique de façon à rediriger ces matériaux vers la bonne filière, ou est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces produits biodégradables, compostables, pour des usages très précis qui sont en contact justement avec des matières organiques? On a aussi des matériaux qui sont biodégradables en mer. Est-ce que ce ne sont pas des matériaux qui seraient à privilégier justement pour tout ce qui est casier, filet de pêche, ligne de pêche, etc. On a une interdiction depuis le 1er janvier 2022 de supprimer les sachets de thé en plastique, à savoir que le sachet de thé n'est pas considéré comme un emballage, mais on pourrait très bien se dire, est-ce que justement un sachet de thé en matière biosourcée, compostable, biodégradable, ce n'est pas une des solutions plutôt qu'un sachet en plastique. Donc voilà, aujourd'hui, il faut quand même rester relativement prudent avec ce type de matériaux, peut-être voir à limiter son utilisation pour éviter des erreurs de tri et donc des difficultés de traitement au niveau des plateformes de compostage ou éviter en tout cas d'avoir trop de symboles qui laissent penser que si j'abandonne ce type de matériaux dans la nature, ça ne pose pas de problème. Après, il faut garder en tête que les plastiques biosourcés, qu'ils soient compostables, biodégradables, s'ils sont toujours à usage unique, ils ne seront pas exclus de la directive SUP
Et donc, ils peuvent exister jusqu'en 2040, mais après, il va falloir leur trouver une alternative ou alors faire en sorte qu'ils soient réemployables. Alors, une deuxième solution, j'ai au départ mis le titre supprimer l'usage du plastique, et puis après je me suis dit je vais écrire réduire l'usage du plastique. Si on suit la hiérarchie des 5 R, repenser, réduire, réutiliser, etc., on vient de voir qu'on pouvait trouver sur le marché des produits bioplastiques, biosourcés, biodégradables, etc. On peut aussi se demander pourquoi chercher à remplacer un produit en plastique conventionnel par un produit en plastique biosourcé, quand on peut simplement supprimer le produit. Je mets en exemple le gobelet en plastique. Le gobelet en plastique, il a été supprimé et puis du coup, on s'est dit on va faire un gobelet pareil à usage unique mais d'une autre matière. Et puis cette fois-ci en plastique compostable. Bon, alors je ne peux pas faire l'impasse sur la possibilité de est-ce que finalement on ne peut pas juste se passer du gobelet en plastique. Il y a une vraie question qui est à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai besoin de ce produit, qu'il soit en plastique ou dans une autre matière? On revient ici sur l'adage qui est le déchet qui pollue le moins, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc il y a vraiment ce besoin de se questionner à chaque fois que j'ai un produit en plastique et de se dire est-ce que j'en ai besoin? C'est la question du juste emballage. Autre chose, c'est vraiment la réduction cette fois-ci de la part de plastique. Alors je vous ai mis en petit visuel la boîte de pâtes là, Barilla, parce que ça c'est leur nouveau packaging 2022. Là où vous voyez les pattes, en fait, on peut penser que c'est une petite fenêtre en plastique. En fait, non, ils ont supprimé leur fenêtre en plastique dans leurs emballages depuis le 1er janvier. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une photo. C'est directement imprimé sur l'emballage. L'emballage, lui, il est 100% en carton. Et donc déjà, avoir fait cet effort, je dirais, de se questionner, de se dire est-ce que j'ai besoin de cette part en plastique qui finalement perturbe le tri, puisque je me retrouve avec un emballage bimatière. Donc voilà, deuxième piste, c'est se dire, est-ce que j'en ai besoin? Troisième piste, eh bien, c'est augmenter le recyclage, augmenter l'incorporation de matières premières recyclées. Alors les plasturgistes, ils n'ont pas attendu la réglementation pour mettre en place des solutions de recyclage. Aujourd'hui, le fait de réinsérer des chutes de production dans son propre processus de fabrication, c'est très courant. Par contre, ça ne va pas rentrer dans les indicateurs du recyclage au sens réglementaire. On voit qu'en France, on a des filières plutôt bien développées en ce qui concerne donc, tout ce qui est bouteilles, flacons PET, tout ce qui est plastique rigide en polyéthylène d'haute densité ou polypropylène, tout ce qui est peau barquette en PET, à condition qu'elle ne soit pas operculée, parce que très souvent l'opercule en fait est un perturbateur de tri. Par contre, on a des filières qui ne sont pas ou peu développées et qui sont à développer d'ici 2025, notamment pour tout ce qui est emballage polystyrène et polystyrène expansé. Donc, on a le groupe Danone qui va se lancer prochainement là-dessus. On a aussi Eastman qui a décidé de construire la plus grande usine de recyclage moléculaire au monde. Et puis, on a en Normandie le programme Loop qui a pour objectif d'ouvrir une usine d'ici 2023 qui vise tout ce qui est PET, blanc opaque des bouteilles de lait et tout ce qui est barquettes alimentaires qui ne sont pas recyclées aujourd'hui. Il y a une vraie difficulté pour tout ce qui est emballage composite. À partir du moment où vous avez des bimatériaux, c'est extrêmement compliqué. Et donc cette fois-ci, tout ce qui est recyclage chimique est peut-être une solution pour ces matières complexes. Donc, comme l'a souligné tout à l'heure Monsieur Bollot, l'idée c'est peut-être de rationaliser l'usage des résines, éviter d'avoir 150 résines différentes avec tout autant d'additifs et de se dire est-ce que je peux recentrer mon produit en plastique sur une matière qui est facilement recyclable. Donc, un des objectifs, ce serait effectivement de diminuer le nombre de résines utilisées par secteur. Et puis, pourquoi pas de se dire, je vais réserver le polyéthylène à l'alimentaire, puisque comme j'ai des objectifs de réincorporation de matière, il ne faudrait pas que mon produit qui contient des matières recyclées soit contaminé par des matières dangereuses.
Et donc, on a par exemple réservé le polyéthylène alimentaire, et puis on a des objectifs qui sont supprimer le PVC, par exemple, de tout ce qui est emballage alimentaire, parce qu'il y a quelques exemples d'emballage en PVC. Et puis, autre piste, eh ben, c'est augmenter le tri à la source dans les entreprises pour augmenter le recyclage. Parce que au cours des visites qu'on peut réaliser en entreprise, on se rend compte qu'on va plus facilement trier des matériaux en plastique dont on a connaissance de filière. Et puis, parce que très souvent, on a aussi un prestataire ou un collecteur déchets qui n'a pas encore réfléchi à des solutions et qui préfère vous dire, ben, moi, je sais prendre telle matière, mais je ne sais pas encore traiter le reste. Donc, mettez-le aux déchets banals. Donc là, il faut réussir à essayer de trouver des solutions pour l'ensemble des matières qui sont présentes dans les entreprises. Et donc à ce sujet, j'en profite pour vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire va déployer une plateforme de mise en relation des entreprises avec des acteurs du recyclage, que ce soit des opérateurs de collecte, de tri, de recyclage, des consommateurs de matières premières recyclées. C'est une plateforme qui sera normalement opérationnelle d'ici fin avril. Autre chose concernant l'augmentation du recyclage des plastiques, je vous informe que vous pouvez faire des diagnostics gratuits en fait sur vos recyclages au sein de vos entreprises. Ce sont des flash diag. C'est disponible sur le site de vos CCI. Ça vous permet de vous situer à peu près au niveau de votre gestion de déchets et du recyclage matière. Pour aller un petit peu plus loin, les chambres de commerce et de l'industrie vous proposent des évals déchets. Donc, c'est vraiment du diagnostic sur votre site. On va aller inspecter vos déchets, on va définir ensemble des plans d'action et on va essayer de trouver des solutions de recyclage pour l'ensemble de vos déchets pour éviter que ça parte en déchets banals. Quatrième piste, c'est l'éco-conception, évidemment. Alors, si vous êtes uniquement distributeur de produits, vous pouvez penser que ça ne va pas vous intéresser. Mais aujourd'hui, réaliser l'analyse du cycle de vie de vos produits en plastique et notamment utiliser des outils d'éco-conception, ça peut vous permettre de mesurer l'impact de ce produit à chaque étape de sa vie. C'est vraiment une évaluation multicritère de l'impact de votre produit. On va vérifier la consommation d'énergie nécessaire à sa fabrication, au transport, sa distribution, etc. Voir les consommations de ressources qui sont impliquées. Et puis, en fonction des scénarios, vous allez voir s'il y a des transferts de pollution qui s'effectuent sur un critère plutôt qu'un autre. Donc, l'éco-conception, aujourd'hui, elle peut vous permettre de concevoir un produit qui est plus facilement recyclable. Il peut être en plastique, mais s'il est bien conçu, il peut se démanteler facilement et par exemple, l'ensemble des matériaux peuvent partir au recyclage. L'éco-conception, ça peut vous permettre, donc si vous êtes distributeur, de faire l'analyse environnementale des produits de votre catalogue et peut-être de faire évoluer votre offre et de vous dire, tiens, finalement, pour telle typologie de produit, si je me dirige vers du carton plutôt que du plastique, eh bien, l'impact sur l'environnement est plus faible. En ce qui concerne l'éco-conception, il faut savoir qu'il y a une démarche régionale qui est portée par la CCI. C'est un programme qui s'appelle Éco-produire, un programme d'accompagnement des entreprises sur 15 mois. Vous avez un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. L'idée, c'est de créer une sorte de personnes référentes dans votre entreprise en éco-conception. C'est introduire la démarche d'éco-conception au sein de votre entreprise. Donc là, si vous voulez des renseignements, vous retrouverez les informations en fin de présentation. C'est un programme relativement riche avec 2 sessions par an de 8 entreprises. Je pense qu'on a des participants d'ailleurs dans ce webinaire qui bénéficient du programme actuellement. 5e piste, c'est le réemploi, bien sûr, des emballages. Alors aujourd'hui, on pense tous au réemploi et au verre. On se dit, on va remplacer notre emballage en plastique par du verre, c'est réemployable, etc. Mais le plastique aussi peut être réemployable s'il est conçu correctement.
Aujourd'hui, 60% des restaurants sont passés sur de la vente à emporter. C'était 44% en 2019 avant la crise Covid. Donc tout ça, c'est des emballages qui circulent et qui se retrouvent chez le consommateur. Ça s'ajoute aussi aux 200 millions de repas sur les plateformes de livraison de restauration rapide. Donc effectivement, dans le domaine de la restauration, il y a un vrai enjeu au réemploi des emballages qui peut être intéressant, et on a de nombreux acteurs qui sont apparus sur le marché. On a des acteurs nationaux et on a des acteurs un peu plus locaux. Je pense à Bout dans le 44 pour tout ce qui est recyclage de bouteilles. Mais il y a vraiment de nombreux acteurs aujourd'hui qui mettent en place des solutions de lavage industriel pour les emballages. Et c'est une forme de réponse à la limitation du plastique. Pour tout ce qui est B2B, c'est un petit peu plus délicat. On a vraiment des difficultés à avoir aujourd'hui des données relativement fiables sur les quantités d'emballages qui pourraient être réutilisés et qui sont remis en circulation. Mais en tout cas, ce sont des solutions qui existent depuis 25 ans aujourd'hui, qui se concentrent essentiellement sur les gros IBC de 1000 litres, mais qui petit à petit trouvent un marché, en tout cas pour des petits jerrycans de, je dirais même à partir de 10 litres, en ce qui concerne donc le réemploi. L'enjeu en B2B, c'est augmenter la collecte, c'est capter ce gisement qui circule entre entreprises. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de lancer des initiatives, des expérimentations, puisqu'il y a une filière REP qui va se mettre en place à partir de 2025. Donc on voit qu'il y a plusieurs solutions possibles et il faut choisir, je dirais, la meilleure. Mais finalement, choisir la meilleure, c'est peut-être toutes les choisir en fonction de son activité. On est vraiment sur des solutions qui sont de nature complémentaire et qui ont chacune leur potentiel et leurs difficultés et qui est adapté effectivement à son secteur d'activité. Ici, vous avez un petit graphique qui est issu du site de la Fondation Ellen MacArthur. Ce sont des scénarios à partir de, enfin, ce sont en fonction des scénarios, le résultat d'ici 2040. Si on voit qu'on ne fait que collecter et éliminer massivement, tout ce qui est utilisation de plastique vierge, ça augmente considérablement. On est à 94% d'utilisation de plastique vierge si on ne fait que collecter et éliminer. Si on recycle, on va diminuer un petit peu cette part de consommation de plastique vierge et on va aussi limiter les fuites océaniques. Si vous ne faites que réduire, vous avez des émissions de gaz à effet de serre, etc. On voit qu'en fait, le meilleur scénario, c'est coupler toutes ces solutions. C'est augmenter la collecte, augmenter le recyclage, réduire, remplacer. Alors, on va faire un tour rapide sur les aides financières 2022. J'en ai recensé plus d'une vingtaine, mais je vais vous présenter uniquement 5 ou 6 dont le système marche plutôt bien, et puis peut-être des nouvelles dont vous n'avez pas encore entendu parler. Le site Agir pour la transition va vous permettre de recenser toutes les aides disponibles et qui sont en lien avec l'économie circulaire et parfois ayant des focus sur le plastique. Donc une des aides qui est en place depuis l'année dernière, c'est le tremplin pour la transition écologique des PME. C'est vraiment des aides, je dirais, pour un niveau initiation. C'est-à-dire, vous voulez faire un diagnostic pour réduire vos emballages ou remplacer vos emballages en plastique, vous pouvez solliciter un financement. Si vous voulez faire l'acquisition de matériaux réemployables en vue de passer à un système de lavage industriel, vous pouvez solliciter ce programme. Si vous pouvez réincorporer de la matière au sein de votre entreprise, mais qu'il vous manque un broyeur, vous pouvez demander une part de financement auprès du dispositif Tremplin. Pareil, si vous voulez amorcer un projet d'éco-conception, donc là on est vraiment sur du premier pas. Les dispositifs Tremplin peuvent fournir une part de financement. Ce dispositif évolue en fonction de l'enveloppe budgétaire
faut presque aller tous les jours voir les dispositifs qui sont financés et qui ne le sont plus. La seconde aide, elle intéresse plus particulièrement les plasturgistes et les transformateurs. C'est le programme Orplast. C'est un programme qui, je pense, est relativement bien connu et qui est accessible aux très grandes entreprises. L'idée, c'est de les soutenir pour tout ce qui est incorporation de matières recyclées. Une troisième aide, cette fois-ci, qui est beaucoup plus récente, qui concerne le plan France 2030 et qui est là pour tout ce qui est investissement à l'étape de préparation de la matière, tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité du gisement de déchets, la qualité du tri, en vue de l'incorporation des matières dans un circuit de recyclage et de valorisation pour réintégrer donc, ces produits. Ensuite, de manière plus locale, au niveau de la région, vous avez un appel à projet. C'est la deuxième année, il me semble, que la région Pays de la Loire fait un appel à projet économie circulaire. Ici, le thème est très très large, mais vous avez un volet qui est spécifique à la filière plastique. Donc, si vous avez un projet d'acquisition ou si vous voulez mettre en place un système de collecte, si vous voulez investir dans du matériel, vous pouvez solliciter un financement auprès de la région Pays de la Loire. Enfin, on a au niveau des investissements d'avenir un appel à projet qui a commencé, enfin qui se devait se terminer, il me semble, au mois de mars, mais qui a été prolongé sur d'autres thématiques. Jusqu'au mois de mars, en tout cas, il y a tout ce qui est technologie de tri, recyclage de plastique, recyclage de métaux. En fait, c'est vraiment axé sur toutes les matières et pas seulement le plastique. Tout ce qui est demande de financement est accessible jusqu'au mois de mars, en tout cas sur la première thématique ouverte. Ensuite, il va y avoir une seconde session de demande de financement pour tout ce qui est recyclage de textiles, recyclage de composites. Ensuite, on a tout ce qui est investissement d'éco-conception. Alors, cette fois-ci, on est plutôt sur des projets qui sont déjà réfléchis, qui sont presque initiés. C'est-à-dire que vous avez fait votre étude et vous voulez vous lancer vraiment dans donc la mise en place de votre nouveau produit éco-conçu. Vous pouvez demander une part de financement auprès de cet appel à projet, donc investissement d'éco-conception pour améliorer la performance environnementale des produits et services. Et enfin, le dernier, cette fois-ci, toujours dans les investissements d'avenir, c'est l'appel à projet national sur les produits biosourcés. Donc là, cette fois-ci, c'est si vous voulez développer des nouveaux matériaux, par exemple. Si vous vous dites qu'au lieu d'utiliser ben voilà, du maïs ou du blé pour faire des produits biosourcés, mais qu'il y a un déchet organique aujourd'hui qui pourrait rentrer dans une nouvelle matière, une nouvelle conception. Si vous avez besoin de faire du développement, donc procédé de transfo, l'accompagnement de l'industrialisation, vous avez ce nouveau projet dans le cadre de France 2030 qui vient d'être mis en place. Donc voilà, ouvert très récemment, ouvert le 14 janvier. Donc on a fait le tour des différentes solutions possibles et des différentes sources de financement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous n'hésitez pas à solliciter vos conseillers territoriaux au sein des CCI si vous avez des questions relatives à l'économie circulaire. Et je suis à vous si vous avez des questions par rapport à ce projet. Alors, en tout cas, je vous remercie de votre présence. On a été une vingtaine d'entreprises à ce webinaire. Vous n'hésitez pas à me contacter, à contacter vos correspondants territoriaux.
et je vous enverrai donc la présentation et le lien sur l'enregistrement de ce webinaire. On reste en ligne quelques instants avec Monsieur Bolo. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Oui, Bon, j'ai une question. Oui. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Moi, j'en avais une. C'était juste, on parle de matériaux biosourcés, mais à partir de quel pourcentage? Est-ce que si on a, bon, j'imagine 1% de composants d'origine végétale, c'est peut-être pas biosourcé. Est-ce qu'il y a un minimum? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de définition précise en fait sur cette définition de plastique biosourcé. On considère qu'à partir du moment où il y a un pourcentage de matériaux biosourcés dans votre produit, c'est du plastique biosourcé. D'accord, merci. Ce sont vraiment des choses qui restent à définir d'un point de vue légal. c'est d'ailleurs ce qui pose problème. Parce que les détracteurs du biosourcé, il y en a toujours, hein, vous diront, oui, mais quand vous dites biosourcé, c'est pas 100%, il y a toujours une part de plastique issu de polymères fossiles. Voilà, donc c'est là où il y a besoin d'un certain nombre de définitions, mais vous savez, tout ça s'opère aussi avec des cycles de projets comme dans vos entreprises. C'est-à-dire, il y a un texte législatif. Je ne dis pas qu'il faut les changer tous les 4 matins, mais je dis qu'il faut savoir regarder leur concrétisation et leur évaluation. Et souvent, en observant comment ça se concrétise et en les évaluant, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a parfois des nuances à apporter et des précisions à adjoindre au texte initial. Voilà, c'est surtout comme ça. Pas pour vous dire qu'on change tous les 4 matins. Ce n'est pas ma façon de voir, mais en tout cas, on est en capacité de préciser des termes, d'apporter des définitions nouvelles. Je crois que c'est important. Alors, on a une question de Chloé Dupuis. Existe-t-il des filières de compostage en conditions industrielles en France? Oui, il y en a, et il y en a même beaucoup. La difficulté, c'est surtout de diriger en fait ces nouveaux matériaux qui sont compostables dans ces unités, puisque très souvent, les matériaux donc, biosourcés, biodégradables, compostables, ils sont considérés comme des emballages. Et du coup, le réflexe, c'est de le mettre en fait dans le bac jaune, alors qu'il faudrait qu'il aille dans la filière des biodéchets. Donc là, il y a vraiment une part d'éducation à faire, et puis une part de communication. Enfin voilà, se dire attention, ça, il faut que je le jette dans le biodéchet. Il faut que je m'assure que mon biodéchet, il aille dans une filière industrielle. Tout ce qui est home compost, le petit logo home compost, soi-disant, c'est pour, enfin soi-disant, non, c'est compostable à la maison, mais c'est quand on respecte les conditions de compostage qui sont très définies, à savoir, je vais remuer mon compost toutes les semaines, je vais y rajouter des matières sèches, des matières humides régulièrement, faut que la température intérieure soit au moins 40 degrés, et dans la réalité, enfin moi je connais personne qui arrive à ce niveau de qualité de compost à la maison. Donc voilà, des filières, il y en a beaucoup. J'en ai notamment une du côté de Nantes, parce que je crois que Chloé Dupuis, c'est INRAE. Je dirais que mon chouchou, c'est Compost In Situ, qui fait du compost bout de champ ou des plateformes de compostage, glandins, etc. Ça se développe énormément. Et puis les unités de méthanisation aussi se développent sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Monsieur Desclous. J'aurais voulu savoir, on a vu qu'on était la deuxième région à produire du plastique, à voir un peu la situation de notre région nationalement, que ce soit si on a quelques chiffres sur notre production de déchets, sur nos filières de recyclage, savoir comment on se place, nous, nationalement. Est-ce qu'on est dynamique par rapport à tout ce recyclage? Est-ce qu'on est un peu en retard? Savoir un peu l'état des lieux régional. Alors, en ce qui concerne les actions, je dirais économie circulaire, recyclage, on est une très très bonne région au niveau des Pays de la Loire. On fait partie des régions qui trient le plus et le mieux en fait en France. Je dirais qu'on est plutôt très en avance finalement sur le reste des Français. Je crois que ceux qui nous battent le plus au niveau du recyclage, c'est les Vendéens. De souvenir, c'est ceux qui remplissent le mieux et le plus leur bac jaune.
Est-ce que je peux rajouter un complément, ça Oui. vous ennuie, sur l'éco-conception? Je trouve qu'il y a une autre façon aussi de la voir, c'est d'imaginer l'éco-conception de manière transversale. Je m'explique, c'est-à-dire que plutôt que chacun dans son coin imaginer comment on va faire le meilleur produit, eh bien, on peut aussi envisager l'éco-conception en disant je fais intervenir dans ma définition du produit idéal l'ensemble des parties prenantes qui vont pouvoir m'apporter une plus-value. Donc ça veut dire je fais intervenir le producteur des polymères que j'utilise, je fais intervenir la filière REP qui me concerne, je fais intervenir mes sous-traitants, mes co-traitants, je fais intervenir mes consommateurs, évidemment, ceux qui vont acheter mes produits, qui vont en avoir l'usage, et puis les gestionnaires de déchets, Suez, Veolia ou les autres qui vont à la fin prendre le déchet final pour pouvoir le traiter. Et en faisant ça, on a une vue panoramique des exigences des uns et des autres, du consommateur, du gestionnaire du déchet, du fabricant de polymères, et c'est la meilleure façon, me semble-t-il, pour faire le produit qui répond à toutes les exigences et qui évite de tomber dans des impasses, parce que ça se différencie, cette approche de l'éco-conception globale, beaucoup d'une autre approche qui peut être une approche plus marketing, qui vise à mettre en place sur le marché quelque chose qui va être plutôt une niche, et parce que c'est une niche, ben, ça va être une difficulté, notamment pour le recycler, parce que c'est en quantité différente, enfin en quantité limitée, avec des exigences de recyclage qui parfois ne permettent pas de recycler. Voilà. Donc je pense que cette approche transversale multi-acteurs est préférable, même si, et j'en conviens, elle permet, enfin quoique, ça se discute. En première approche, on pourrait dire, est-ce qu'elle permet de se démarquer de la concurrence? Ça, c'est quand on est parmi les premiers, oui, ça permet. Après, à partir du moment où tout le monde le fait, c'est différent, mais en tout cas, ça vise une solution environnementale qui répond aussi à des attentes des clients. Tout à fait. C'est vrai que c'est une démarche qui est peu utilisée, je dirais, de pousser aussi loin la démarche d'éco-conception. Oui. Toujours au sujet de l'éco-conception, le cahier des charges des filières REP va, je pense, accélérer en tout cas tous ces programmes, puisqu'aujourd'hui, les REP emballages notamment ont des objectifs liés au soutien de programmes d'éco-conception. Est-ce que d'autres personnes ont une question, une remarque? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre présence. Merci, Monsieur Bolo, pour votre participation. Merci à vous également. Et si ça peut aider les entreprises qui participent, j'ai fait beaucoup de visites d'entreprises depuis qu'on a remis le rapport, donc n'hésitez pas à me solliciter. C'est toujours l'occasion de voir d'autres filières, d'autres secteurs, et ça m'aide dans la poursuite des travaux sur ce rapport plastique, qui ne doit pas s'arrêter au moment où on remet le rapport, qui doit vivre derrière, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des réglementations qu'il faut évaluer. Et puis, il y en a d'autres qui risquent d'arriver. Et plus on a un panorama large des situations, mieux c'est. Donc, si vous souhaitez que je vienne vous rendre visite, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Bon au revoir. après-midi. Au revoir. Merci.